François Mitterrand candidat pour Jacques Chirac, il n'y a aucun doute, le chef de l'État se représente et il est déjà entré en campagne. Israël, manifestation, répression, le cycle de la violence a repris dans les territoires occupés après quelques jours de relative accalmie. Le microscope et la science à l'aide de la justice, dans un centre près d'Arcachon, des spécialistes fournissent des preuves aux policiers à partir d'indices invisibles à l'œil nu. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commencerons ce soir en encourageant la rage chevaline et les joueurs de tiercé avec l'événement hippique de la saison de trot, le Prix d'Amérique, remporté cet après-midi à Vincennes par son grandissime favori, Ourasi, qui l'emporte pour la 3e fois. Victoire qui vaut son pesant d'or puisqu'elle rapporte 2 500 000 francs à ses propriétaires, le cheval lui-même étant estimé à ce jour à 24 millions de francs. Ce qui n'est pas, je vous le dis tout de suite, le montant du rapport du tiercé, on verra ça tout à l'heure. Valérie Fournier. Le pape de Vincennes, Jean-René Goujon triomphe, il remporte haut la main sa 8e victoire dans la grande classique. Mais le crack, le véritable vainqueur est ce cheval, Ourasi, surnommé le roi fainéant. Fainéant certes, mais puissant et magnifique. Sur les 2650 mètres de course de ce Prix d'Amérique, Ourasi n'a pas eu besoin de forcer sur son talent. Au départ, notre roi fainéant a pris sa vitesse de croisière tranquillement en 4e position. Puis, installé à son aise dans la course, Ourasi se lance à l'attaque lorsque les autres commencent à faiblir. Lui, puissant, gagne tout simplement. C'est très bien passé sans problème. 15-7. Vous m'avez parlé de superstition tout à l'heure. Moi je suis pas superstitieux. Pas superstitieux mais inabordable. Ourasi, lui, se confie. J'ai gagné. Oui, je suis là. Voilà. Et on peut ajouter que cet après-midi, tous les records des enjeux dans une course en France ont été battus. On a joué aujourd'hui 213 millions de francs. Et vous allez voir s'inscrire maintenant les rapports du tiercé et du quarté plus, qui avaient pour support ce Prix d'Amérique. Le 18, donc Ourasi, le 6, le 14, ça rapporte 4100 francs. Pas très bien payé, mais ce sont les favoris, c'est le favori qui a gagné. Dans un ordre différent, 820 francs, et pour le quarté plus, il faut rajouter le 16, et ça rapporte 30 096 francs. La politique. Pour Jacques Chirac, il n'y a pas de suspense quant à la candidature de François Mitterrand à la présidence de la République. C'est ce qu'il a indiqué ce soir au grand jury RTL Le Monde. Pour le Premier ministre, le chef de l'État entretient le doute, certes, mais dans les faits, il est entré en campagne. Écoutons-le. Et en quoi il est entré en campagne? Personne ne peut le contester. Il y a d'ailleurs longtemps, tous ses propos, ses voyages, ses initiatives, ses interventions, ses critiques incessantes à l'égard de l'action gouvernementale montrent bien que, en fait, il est en campagne. Et s'il est en campagne, c'est qu'il est candidat. Cela ne peut échapper à personne. Bien. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de sa part un projet et comment mettre ce projet en œuvre. Alors sur ce point, nous ne savons rien. Va-t-il engager, s'il est élu, soit-il une politique identique à celle des années 81-83? Soit-il au contraire, fort de l'expérience, modifier la politique qui avait été la sienne et qui a conduit aux échecs que j'évoquais tout à l'heure et à certains drames pour notre pays? Entend-il gouverner avec une nouvelle assemblée, avec celle-ci? Comment? Veut-il dissoudre? Veut-il à nouveau s'associer avec les communistes? Le peut-il? Bon. Tout cela, nous n'en savons rien. Voilà, et dans cette même émission, M. Chirac est revenu sur la publication avant-hier des listes de soutien à sa candidature comportant des noms de personnalités UDF, la famille politique de Raymond Barre. Le Premier ministre ne serait pas choqué, a-t-il dit, que le contraire se produise en faveur, cette fois-ci, de M. Raymond Barre, mais pour lui, l'incident est clos. Et puis pour l'ancien ministre de la Culture socialiste, Jacques Lang, invité du Club de la Presse d'Europe 1, la rivalité Chirac-Barre va se résoudre comme dans les fables de La Fontaine. Écoutons-le.
Le dénouement de la pièce, on le connaît à peu près. On nous a dit, c'est M. Barre, je crois, qu'elle était placée au départ sous le signe du lièvre et de la tortue. Le lièvre, ce serait M. Chirac, l'homme de l'agitation. La tortue, ce serait M. Barre, l'homme de l'immobilisme. Elle finira peut-être, cette histoire, par la fable L'huître et les plaideurs. Le juge réconciliera les deux plaideurs en gobant l'huître. À vous de deviner qui sera le juge. Voilà, et interview de M. Raymond Barre au magazine Le Point à paraître demain. L'ancien Premier ministre évoque le risque de déclin économique de la France, même si, dit-il, la politique engagée depuis mars 86 par Jacques Chirac, donc, comporte des mesures positives qui l'approuvent. Parallèlement au discours, la campagne présidentielle s'affiche. La majorité des candidats s'exposent sur les panneaux publicitaires à travers la France. Vous les avez sans doute déjà vus. À chacun son style, ses slogans. Il est loin le temps où les hommes politiques se contentaient d'une photo avec leur nom inscrit dessous. Aujourd'hui, le message est scientifiquement étudié avec un premier et un second degré, sans oublier les arrière-pensées. Henri Elie. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Petite phrase ou grand slogan, collage sauvage ou affiches officielles, le marketing politique, ce n'est plus de l'artisanat. Toutes les grandes agences de pub s'en sont emparées. Aujourd'hui, il ne s'agit pas vraiment de vendre un produit comme on vend une lessive, il faut avant tout convaincre. Mais derrière toutes ces affiches, quel sens véritable? Par exemple, François Léotard au nom du Parti républicain. Cette affiche appelle à la réserve, il y a une suggestion de réserve, on se met sur le côté de l'affiche justement. À l'arrière, il me semble qu'il y a l'infini, le paysage, un calme et ce gros pull campagnard qui ressort un petit peu justement avec les mains dans les poches et le regard droit devant. Je crois que c'est un homme qui veut inspirer la confiance dans l'avenir en fait. Génération Mitterrand au nom du Parti socialiste. Génération Mitterrand, est-ce qu'il s'agit d'une génération d'hommes politiques ou une génération, disons, une génération marquée par un règne, par un homme on nous laisse vraiment toute liberté de penser, toute liberté de projeter. Il y a donc plus une possibilité de prise en charge, un appel à se remettre en toute confiance à un homme ou à la génération d'hommes qui sera marquée par l'homme en question. Jacques Chirac au nom du RPR. C'est plus les qualités d'un chef qui sont décrites là que toute projection personnelle ou recherche de confiance ou de rapport de dépendance. C'est plus le chef qui est mis en évidence, donc le côté guerrier, le côté fonceur, le côté entrepreneur. André Lajoigny pour le PC. Faites-vous entendre. C'est un appel à l'expression, un appel à la manifestation. C'est un message relativement simple. Je ne pense pas qu'il y ait une suggestion très particulière en dessous de cela. Quant à Jean-Marie Le Pen, Raymond Barre, plus une poignée d'autres, ils sont encore en train de nous concocter leur nouvelle image. Enfin, il faut bien y croire un peu. Voilà, sujet à suivre donc. La famille des deux petites filles enlevées avec leur mère et 6 autres personnes au mois de novembre dernier par le groupe palestinien Abu Nidal sur un bateau au large des côtes israéliennes, eh bien cette famille tenait cet après-midi une conférence de presse à Paris. Leur père a exprimé son inquiétude car l'intermédiaire français Lucien Bitterlin, président de l'association Solidarité franco-arabe, avait lors d'un premier séjour à Beyrouth à la fin de l'année dernière laissé clairement entendre que la libération des 2 fillettes aurait lieu à la fin du mois de janvier. Au moment de cette conférence, la famille ignorait que Lucien Bitterlin était reparti aujourd'hui même pour la capitale libanaise, ce qui laisse entrevoir une lueur d'espoir. En Israël, manifestations palestiniennes dans les territoires occupés, répression des forces de sécurité israéliennes, le cycle infernal a repris hier et aujourd'hui. Jean-Marc Ilouz. Bataille des rues, arrestations, bastonnades en règle. Sous l'œil des caméras, 48 heures de manifestation à l'appel de tracts de l'OLP. Témoin du pourrissement de la situation dans les territoires occupés, ces scènes filmées hier à Gaza. En 7 semaines de troubles, près de 40 morts chez les Palestiniens, 700 blessés au moins et des centaines d'arrestations.
Mais pas plus que le durcissement de la répression. Les quelques mesures d'apaisement prises cette semaine par le gouvernement israélien ne semblent pouvoir endiguer le mouvement de révolte de la jeunesse des territoires occupés. En Cisjordanie aujourd'hui, un poste de police israélien attaqué près de Bethléem. À Naplouse et près de Ramallah, couvre-feu pour la première fois depuis 3 semaines. Et à Jérusalem même, des heurts entre policiers et manifestantes palestiniennes chrétiennes. En 2 jours, une vingtaine de manifestants blessés, dont 7 par balle, et un soldat israélien atteint d'un coup de couteau. Dans les territoires occupés, une nouvelle escalade et toujours pas de solution en vue. Les soviétiques, en général très avares d'images montrant leurs forces armées, nous ont fait parvenir cet après-midi même un reportage sur le retrait de 39 missiles nucléaires intermédiaires SS-12 stationnés en Tchécoslovaquie depuis 1983. Sans attendre la ratification par le Congrès américain de l'accord passé entre messieurs Gorbatchev et Reagan, les soviétiques veulent donc ainsi montrer leur bonne volonté. Et cette bonne volonté impressionne l'un des candidats à la présidence américaine, qui n'est pourtant pas connu comme une colombe, puisqu'il s'agit de l'ancien commandant en chef de l'OTAN, le général Haig, qui estime que la politique de Mikhail Gorbatchev ne se résume pas simplement à de bonnes relations publiques. Pour lui, pour le général Haig, donc le numéro 1 soviétique, est un véritable révolutionnaire. À un autre niveau, cette politique de transparence menée par Moscou a troublé un député du Front National français, M. Jacques Perrat, qui revient d'une visite parlementaire dans la capitale soviétique. Jacques Perrat, qui avant son départ était loin, vous en doutez, de partager les idées du régime soviétique, se déclare à son retour perplexe et stupéfait par les propositions de désarmement qui lui ont été exposées lors de son séjour à Moscou. Les Polonais s'attendent à de très mauvaises nouvelles pour demain, puisque c'est lundi 1er février que l'opération Vérité des prix entre en vigueur, avec des hausses prévues d'au moins 40% pour tous les biens de consommation et les loyers notamment. Mise en route d'une réforme économique que le gouvernement juge indispensable pour sauver le pays de la faillite et qui pourtant avait été rejetée lors du référendum organisé à la fin de l'année dernière. Cet après-midi, à Gdansk, plusieurs milliers de manifestants ont déjà défilé en signe de protestation contre ces hausses, dont la suppression est réclamée par l'ex-syndicat Solidarité. Jacques Merlino. Depuis l'échec du référendum du 29 novembre dernier, les Polonais savaient qu'ils devraient subir de très fortes hausses de prix. C'est maintenant chose faite. À partir de demain, les denrées alimentaires augmenteront de 40%, les transports de 50%, les loyers de 50% également, l'essence de 60% et le gazole de 100%. Et il ne s'agit là que d'un premier train de hausse, puisqu'en avril, une seconde vague fera doubler les prix du gaz et de l'électricité et multiplier par 4 le prix du charbon. En compensation, les salaires seront simplement augmentés de 20% en moyenne. Toutes ces mesures sont considérées par le gouvernement comme le seul moyen de stimuler une remise en ordre de l'économie polonaise. Mais on comprend aisément qu'elles suscitent une très vive inquiétude dans la population. Le pouvoir avait pourtant multiplié les tentatives de séduction et d'explication. Le général Jaruzelski lui-même s'était engagé personnellement en essayant d'offrir une image moins austère. Mais cela sera sans doute insuffisant et l'on s'attend en Pologne à une très forte réaction de Solidarność. Déjà cet après-midi, à Gdansk, 3000 personnes ont manifesté pendant plus d'1 heure. La cavale continue pour le meurtrier d'un policier toulonnais jeudi dernier. L'homme se trouve en Suisse où hier il a d'abord pris en otage une femme pour couvrir sa fuite après un hold-up dans une station-service de la région de Berne. Première prise d'otage suivie d'une autre le soir même. 4 personnes qu'il a ensuite relâchées. Depuis, les policiers ont perdu sa trace. Agnès Poirier. De cet homme, traqué par la police, on sait peu de choses. Il a 20 ans, se fait appeler André et serait originaire de Suisse. Mais jeudi, dans une chambre de cet hôtel de Toulon, il a tué à bout portant un inspecteur, blessé très grièvement son collègue, qui enquêtait sur un règlement de compte. L'homme est repéré hier matin sur les bords du lac Léman. Il vient de braquer cet employé dans une station-service. Il a dit, vous la fermez, vous dites rien, autrement je vous dis ça, des trucs comme ça, des menaces. Lui-même, il tremblait déjà comme une feuille. Il claquait des dents, il était plus paniqué que moi. Ça m'apporte plus grand-chose. À Lutry, près de Lausanne, 2 gendarmes se lancent à sa poursuite. Il prend une femme en otage et s'enfuit vers Berne. En début d'après-midi, une fusillade éclate dans la gare de marchandises de Berne où l'homme s'est réfugié. Une nouvelle fois, il échappe aux policiers.
À quelques kilomètres d'ici, il va prendre une famille en otage et puis disparaître à nouveau. Ce soir, dans toute la Suisse, la chasse à l'homme continue. À l'un de ses otages, l'homme a avoué hier « J'ai tué un policier, je n'ai plus rien à perdre ». Dans des enquêtes comme celle-ci, les preuves sont malheureusement faciles à trouver. Mais dans d'autres enquêtes policières, les preuves ou éléments de preuve sont tellement difficiles à identifier que les services de police et de justice les confient à un centre de recherche scientifique installé dans le bassin d'Arcachon. Une société qui n'a pas pour seul client la police, mais qui travaille régulièrement pour elle, à tel point qu'elle vient de mettre sur pied un service d'urgence. Thierry Calmette. Un corps découvert dans une voiture, un revolver, suicide ou crime. Le laboratoire mobile du Centre d'application et de recherche microscopique, une entreprise privée, va effectuer les premiers prélèvements. Ici, il s'agit d'une simulation, bien sûr. Relever les résidus de tir. Chercher au laser toutes les traces invisibles à l'œil nu. La tenue de chirurgien sert à empêcher de brouiller les pistes. Méticuleusement ramasser des échantillons du sol, tout est prêt pour l'analyse au microscope électronique. Équipe pluridisciplinaire, les 30 chercheurs du CARM ont une passion et une force commune, le goût de l'enquête. C'est un travail scientifique. C'est le goût de la recherche, c'est la difficulté, je dirais, du travail. Et puis, il y a aussi la certitude, dans ce domaine de recherche particulier, d'être immédiatement utile à quelque chose. L'outil roi, le microscope à balayage électronique. Une particule d'un millionième de millimètre peut innocenter ou accabler un suspect. Voici un cheveu humain. Grossi plusieurs milliers de fois, il révèle des caractéristiques insoupçonnées. Comparé à d'autres fragments, ceux qui sont préservés dans les scellés de justice, le cheveu peut aider à confondre un criminel. Désormais, le CARM devient un auxiliaire précieux pour la justice, y compris aux États-Unis. Une puce électronique. Grossie jusqu'à 100 000 fois, elle va révéler la structure interne et les différentes couches de métal. L'ordinateur analyse la composition métallique d'une particule d'un millième de millimètre. Ainsi, on pourra détecter les causes de panne, d'usure, la corrosion sur des alliages ou des céramiques. Matra, Thomson, l'aérospatiale sont de fidèles clients du laboratoire. Matériel de base, la valise à échantillons. Le CARM peut intervenir en 30 minutes. Couper les cheveux en 4, c'est aussi du sport et ça peut rapporter gros. Problème de société maintenant. En France, 800 000 jeunes cherchent chaque année un logement. Et en général, l'acquisition d'un studio ou d'un petit appartement suit l'engagement pour un premier emploi. Et certains spécialistes du problème pensent qu'il faudrait peut-être inverser les données de ce problème, inverser ce système. Et d'abord, donc, trouver le logement. Jean Pézieux. Hier soir, j'étais dans un foyer comme accueil de nuit et je n'ai pas de ressources. J'aimerais trouver un logement. Sans ressources, c'est difficile. Mais on va réfléchir ensemble aux possibilités qui peuvent éventuellement être envisageables pour toi. Cette jeune fille va être hébergée cette nuit dans un foyer de jeunes travailleurs. 200 jeunes parents sont ainsi secourus par l'association nantaise. Elle leur cherche ensuite un logement, mais son originalité, c'est qu'elle leur assure aussi des formations à l'emploi. Le tout dans cette boutique au cœur de Nantes. Sophie a profité de cette aide. Au terme de son travail, qu'elle a trouvé grâce à un stage d'1 mois procuré par l'association, elle regagne sa chambre au foyer Beaulieu. Coût de la chambre en demi-pension, seuls 1 400 francs à 2 1 200 francs. Mais une aide au logement en couvre les 3/4. Avant, Sophie logeait chez sa sœur, une formule peu pratique. Maintenant, je suis indépendante, j'ai ma chambre, je peux sortir quand je veux, etc. Et puis, c'est grâce à ça aussi que j'ai trouvé du travail. On nous aide beaucoup au foyer. Des fois, ils ont des demandes, on peut arriver à avoir des demandes pour un travail, donc ils nous informent directement. Et qu'est-ce que ça a changé alors? Moi, je trouve que c'est même essentiel parce qu'on se sent appuyé, aidé, donc on est moins paumé pour démarrer dans la vie. Isabelle habite, elle, à logement indépendant dans cette HLM. Son 4 pièces, elle le partage avec 2 autres jeunes, titulaires comme elle d'un TUC. Les 3 locataires, en tout cas, doivent apprendre à vivre ensemble. Moi, je connaissais Marilyn, parce que c'est une copine à moi. Patrice, je ne connaissais pas, mais ça se passe bien. Mais ça marchera pas forcément très bien avec 3 autres jeunes. Vous pensez que c'est aussi bien qu'en foyer? Sinon mieux, hein. Je préfère quand même, parce que j'ai mon indépendance, et puis bon, c'est vrai qu'avoir un appartement à 3, c'est quand même mieux, parce que c'est plus grand, on est plus libre, enfin...
Le logement, porte ouverte sur l'emploi. Cette action de l'association des jeunes travailleurs nantais a permis à plusieurs centaines de jeunes d'entrer de plein pied dans la vie, une expérience que d'autres villes souhaitent développer. Mercredi à Paris, mercredi dernier, se sont tenues les Assises nationales des femmes. On y a fait le point sur le bouleversement de la condition féminine ces 20 dernières années. Parallèlement à cette réunion, le plus grand sondage jamais réalisé par la Sofres sur des jeunes filles de 13 à 16 ans. 106 000 ont été interrogées et on leur a demandé ce qu'elles pensaient des relations femmes-hommes. Gérard Pabio. Il est grand temps que vous le sachiez, si ce n'est déjà fait, ce que j'espère pour vous, il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme, ils ne sont pas faits pareil. D'ailleurs, quand l'homme l'a appris, c'est bien connu, ça lui est resté en travers de la gorge. Notez que c'est pas tellement le physique qui fait la différence, surtout à notre époque, mais le salaire. Par rapport à un même travail, l'homme gagne encore, en moyenne, 35% de plus. Pour le chômage, par contre, les femmes sont majoritaires, 12% contre 8% chez leurs compagnons, et quand elles y sont, c'est pour plus longtemps. Il faut dire qu'elles n'existent que depuis une quinzaine d'années, avant leur corps ne leur appartenait pas, difficile de ne vivre qu'avec la tête. Et comme elles sont 28 millions, soit 51% du total des Français, ça fait brusquement du monde en plus. Alors maintenant qu'elles sont là et bien là, les salariés femmes cumulent une double journée de travail, 70 heures hebdomadaires, dont 25 d'ouvrages domestiques. Les hommes salariés comptabilisent, eux, 59 heures ouvrables, dont 13 à la maison. L'activité de la femme l'éloigne de son enfant, 20% seulement parvient à en assurer la garde, pour le reste, dans 23 cas sur 100, c'est un membre de la famille qui s'en charge et dans 27 autres, une tierce personne. Question temps libre, elles pratiquent moitié moins de sport individuel que les hommes, mais elles lisent 2 fois plus, surtout des romans, laissant aux messieurs les bandes dessinées. Elles chantent aussi beaucoup plus régulièrement que les hommes, 47% contre 38%, notez que dans certains cas, c'est plutôt une chance. Elles vivent en moyenne 8 ans de plus que les hommes et veuves se suicident 4 fois moins qu'eux. Les femmes ne s'assignent que très rarement, exception faite des infanticides et empoisonnements. Pour les délits, elles préfèrent le chèque sans provision ou le vol à l'étalage, 37%, mais elles sont surtout des victimes, plus de 20 000 vols sur la voie publique. Massivement consultés, les jeunes ont déclaré qu'à leurs yeux, c'est plutôt maman qui choisit le logement, elle encore qui décide du lieu de vacances, elle toujours qui gronde les enfants quand nécessaire, mais c'est papa qui choisit la voiture. 35% des adolescents trouvent encore anormal que papa s'adonne aux tâches ménagères. Les parents, quand ils ne sont pas divorcés, c'est la meilleure compagnie pour 70% des filles jusqu'à 24 ans. 83% souhaitent toutefois se marier et 91% avoir des enfants, mais jamais plus de 2. En tout cas, il est clair que les femmes ne veulent plus entendre parler de mettre au boulot, mettre au dodo. Elles comptent sur nous, les hommes, pour les comprendre et nous mettre un peu à leur place, certes, mais enfin, il y a tout de même des limites. Le sport maintenant, championnat du monde de cyclocross professionnel, j'en perds mon français, cet après-midi en Suisse. Vainqueur, le Suisse Pascal Richard, le Français Christophe Lavenne est 5e. Je vous le dis d'avance car vous aurez du mal à les reconnaître à leur maillot. Alain Vernon. Les pieds dans la boue pendant plus d'1 heure. La boue du championnat du monde de cyclocross. Des coureurs transformés en alpinistes sur les pentes glissantes des 3 km du circuit d'Hagendorf, l'épreuve la plus dure pour un cycliste. Et pendant les rares occasions où l'on peut pédaler, il faut rattraper le temps perdu, du souffle et des jambes, comme celle de Pascal Richard, le vainqueur, un jeune Suisse de 24 ans, le visage couvert de boue, mais que tous ses compatriotes encouragent. Pascal Richard, champion du monde de cyclocross, chez lui, le bonheur après la galère. Le premier Français, quant à lui, Christophe Lavenne, est 5e. Et pour Pascal Richard, une image qu'il n'est pas prêt d'oublier, en plein effort sous le maillot rouge et blanc de son pays, la Suisse, où les chemins sont un peu glissants. Effectivement. Le chaos du samedi soir maintenant, c'était à Calais hier soir, donc un championnat d'Europe des poids coqs entre 2 Français, Fabrice Bénichou et Thierry Jacob. À la 9e reprise, c'est Bénichou qui envoie Jacob au tapis pour le compte et enlève le titre de champion d'Europe des poids coqs. Voici le chaos avec séparation par l'arbitre. Il y aura également du chaos dans l'air ce soir, après la finale nationale des chiffres et des lettres en direct sur Antenne 2. Vous êtes des millions à suivre cette émission, ça on le sait, émission d'Armand Jameau, et peut-être vous demandez-vous parfois comment les concurrents parviennent à écrire et à compter avec autant de rapidité. Eh bien, le dernier champion en date, Jean-Paul Cordier, l'explique dans un énorme ouvrage. Claude Crespo. Dans la famille Cordier, tout le monde a le virus des chiffres et des lettres, même le mandarin.
Et ce gros ouvrage que tient le fils aîné, ce sera bientôt une bible pour les 6 millions d'amateurs de ce jeu en France. En fait, ces 730 pages contiennent la compilation de toutes les combinaisons possibles de 7, 8 et 9 lettres. Bref, une méthode sans faille. Il consiste en des comparaisons de mots de 7, 8 et 9 lettres les uns par rapport aux autres. C'est une façon pour nous de retenir plus facilement ces mots. Quand on part d'un mot de 7 lettres, en rajoutant certaines lettres, on sait automatiquement qu'on va obtenir tel ou tel mot de 8 lettres. Un exemple reconstitué sur ordinateur, un choix de lettres, et voilà toutes les possibilités dans le livre. Avec en plus les combinaisons possibles en y ajoutant une lettre. Simple question de mémoire, il n'y a que 16 000 mots de 7 lettres, 20 000 de 8 et 21 000 9 lettres. Pour les chiffres, la rigueur mathématique et de règles, bien sûr. Si pour la finale, vous n'avez pas ce glossaire sous la main, supposons ce choix de lettres totalement fortuit, voici le conseil de Cordier Junior. Le temps doux et parfois ensoleillé qui régnait aujourd'hui sur une bonne partie de la France contrastait avec le début de la tempête sur les côtes atlantiques, avec des vents qui cette nuit pourraient atteindre les 150 km/h. José Blanc-Laquais. Je vous parlais ce matin depuis Brest où il faisait 10-12 degrés sous un ciel bleu et il y avait du soleil. Nous voici maintenant à Audierne, tout près de la pointe du Raz. Eh bien, le vent souffle maintenant en rafale de 90 km à l'heure. Il est de force 8-9. J'ai endossé la combinaison de la Société nationale de sauvetage en mer d'Audierne justement. Et c'est une combinaison flottante. Nous allons voir maintenant ces messieurs qui se tiennent tout près pour cette nuit où la tempête bien plus forte que celle-ci est prévue. Déjà les vents soufflent à 90-100 à l'heure. Ils avaient annoncé ça à partir de 15 h. Il est 17h30, d'ici 21 h ce soir, ça va fraîchir encore. J'espère qu'il n'y aura rien avec ce mauvais temps, mais nous sommes toujours prêts. 24/24, si le cross nous appelle, on sortira. Voilà, et déjà des victimes, malheureusement, Laurent Cabrol, de cette tempête qui commence. Oui, effectivement, des victimes. 3 personnes sont mortes à la suite d'un accident de voiture et à la suite d'accidents de voiture liés directement aux chutes de grêle. Ces personnes sont mortes 2 à Montpont, en Dordogne. Et notre confrère Yves Collet de FR3 Caen, lui, est décédé sur l'autoroute de Normandie ce matin. 2 autres personnes ont été emportées par des lames à l'île de Bréa, un écolier de 15 ans, et puis également à La Turballe, en Loire-Atlantique, une dame de 50 ans emportée par la mer. Voilà, donc tout cela ne fait que commencer, malheureusement. Alors que se passe-t-il exactement? Nous allons essayer de le comprendre avec cette dépression qui est centrée, vous le voyez, assez loin de nous, fort heureusement, parce qu'on est tenté de comparer avec ce qui se passait au mois d'octobre dernier. Or, la dépression est quand même beaucoup plus loin qu'elle ne l'était au mois d'octobre, parce que c'était beaucoup plus rapproché de nos côtes, ce qui explique que la tempête sera quand même d'une moindre importance, bien que cette dépression soit aussi creuse, 950 millibars, bien que la différence de température entre les masses d'air soit aussi importante, 6 degrés. Mais quand même, nous allons avoir des vents de 130 à 150 km/h. La couleur du ciel pour la journée de demain, vous allez en juger et voir et constater que cette tempête sera très virulente, avec même à l'intérieur des terres des vents qui vont souffler jusqu'à 140 km/h, 130 à l'intérieur des terres, 140 à 150 sur les côtes. Nous aurons de la neige sur les massifs montagneux. Attention au risque d'avalanche, car cette neige ne tient pas actuellement, elle est poussée par le vent. La neige donc sur tous les massifs, et les températures. Je terminerai avec elle, les températures qui, bien qu'en légère baisse, restent quand même douces pour la saison, vous le voyez. Alors que demain, nous fêterons les Élas et que le soleil repliera ses rayons dans le vent à 17h45. Voilà. Avant de terminer, un hommage à l'un de nos confrères disparus, Jacques Legris, décédé d'un infarctus à l'âge de 69 ans. Jacques Legris était entré à l'ORTF en 1945. Il avait terminé sa carrière en 1983 comme journaliste littéraire sur TF1. Il avait également écrit de nombreux ouvrages et adapté des pièces au théâtre. Le dernier rendez-vous avec l'information, ce sera tout à l'heure en fin de programme Philippe Gassot qui vous le présentera. En attendant, je vous laisse réfléchir sur les chiffres et les lettres. Bonsoir, excellente semaine, à samedi prochain.